On a souvent l'impression que les montagnes sont éternelles, qu'elles ont toujours été là. Mais en réalité, pas du tout. Elles aussi, elles ont une histoire. Elles naissent, elles grandissent et un jour, elles disparaissent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naissance absolument épique des montagnes de l'Atlas. Une véritable saga géologique qui s'est étalée sur plus de 230 millions d'années. Notre histoire va se dérouler en 5 actes. On va commencer avec la fracture d'un supercontinent pour finir avec les sommets majestueux qu'on connaît aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se lance dans ce décryptage. Ok, pour comprendre comment une montagne peut naître, il faut d'abord poser le décor et surtout présenter les acteurs principaux. Dans notre cas, il s'agit de 2 plaques tectoniques colossales et du terrain de jeu où tout va se passer. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, cette immense chaîne de l'Atlas qui traverse le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est le résultat final de notre histoire. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il va falloir remonter le temps, et pas qu'un peu. Allez, on se téléporte au Trias, il y a plus de 200 millions d'années. Imaginez un monde très différent. L'océan Atlantique, il n'existe pas. Non, à la place, l'Afrique et l'Amérique du Nord sont collées, en un seul bloc. C'est précisément ici, au moment où ce supercontinent va se fracturer, que l'histoire de l'Atlas commence pour de bon. Le premier acte de ce drame géologique, c'est une phase de tension. Il faut imaginer un continent gigantesque qui commence très lentement, mais sûrement, à s'étirer et à se fissurer de l'intérieur. Juste pour qu'on se repère un peu, voici les grandes étapes. Tout démarre donc au Trias avec cet étirement. Ensuite, au Jurassique, une mer vient tout inonder. Et puis, attention, retournement de situation, les forces inversent, la compression commence, et c'est là que les montagnes vont se construire. Ce processus s'appelle le rifting. Pour se faire une bonne image, pensez à une pâte à pizza. Quand on l'étire, elle s'amincit de plus en plus au milieu, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à la croûte terrestre à cet endroit. Des forces colossales la tiraient dans des directions opposées. Et qu'est-ce qui se passe quand on étire trop la croûte terrestre ? Elle finit par se fracturer. D'immenses blocs s'effondrent le long de failles, ce qui crée des bassins très profonds. Il faut bien garder cette image en tête. Ces fossés ne sont pas juste des trous. En réalité, ils sont le berceau, les fondations même des futures montagnes de l'Atlas. On passe à l'acte suivant. Évidemment, les fossés qui ont été créés par cet étirement ne vont pas rester vides. Le décor change radicalement, ce qui était une terre fracturée va devenir un immense fond marin. C'est un ancien océan, la Thétis, qui va s'engouffrer dans ces nouvelles dépressions. Une mer peu profonde va alors inonder toute la région et recouvrir ces bassins qui venaient de se former. Il faut se dire qu'à cette époque, une grande partie du Maroc était tout simplement sous l'eau. En surface, tout semble très calme, mais au fond de l'eau, il se prépare quelque chose de fondamental. Pendant des dizaines de millions d'années, les sédiments s'accumulent patiemment. Du sable, de l'argile et surtout des milliards de coquillages et de squelettes marins. Couche après couche, ça finit par former une épaisseur de plusieurs kilomètres. C'est ça la matière première de nos futures montagnes. Cette citation scientifique, elle nous montre bien l'ampleur du phénomène. On ne parle pas de quelques centimètres, on parle d'une vaste plateforme carbonatée. Autrement dit, une accumulation gigantesque de roches calcaires. Et toute cette masse de roches qui s'est déposée tout doucement, elle est là, et elle attend son heure. Et là, c'est le point culminant de notre histoire. Les forces tectoniques changent complètement de direction. C'est fini l'étirement. Maintenant, place à la compression. Le grand étau commence à se refermer. Ce tableau, il résume parfaitement ce retournement de situation. La croûte qui s'étirait est maintenant violemment comprimée. Les bassins qui s'enfonçaient sont pris en tenaille. L'affaissement se transforme en un soulèvement spectaculaire. C'est le monde à l'envers. Rappelons-nous de la situation de départ. On avait ce vaste bassin, large de 140 km, rempli de milliers de mètres de sédiments accumulés au fond de la mer. Ça, c'est notre point de départ, avant la grande compression. Et voilà le résultat. C'est ce qu'on appelle l'inversion tectonique. Les anciennes failles qui avaient permis l'effondrement du bassin sont réactivées, mais cette fois-ci, elles fonctionnent en sens inverse. Tout ce qui était en bas est poussé vers le haut. Le bassin est littéralement retourné comme une chaussette pour devenir une chaîne de montagnes. Et pour bien saisir la magnitude de cette force, il faut regarder ce chiffre. Le bassin de 140 km de large a été compressé pour n'en faire plus que 105. Imaginez un peu, 35 km de croûte terrestre ont été littéralement absorbés pour créer les plis et les sommets de l'Atlas. La force qu'il a fallu pour ça est tout simplement phénoménale. On arrive maintenant à la conclusion de cette épopée. Que reste-t-il aujourd'hui de ces millions d'années de tension, d'inondation et de compression ? Si on pouvait couper la montagne en deux, voilà ce qu'on verrait. Les couches de sédiments, qui étaient bien plates au fond de la mer, sont maintenant incroyablement pliées, fracturées, et elles se chevauchent les unes les autres. Ces structures sont la preuve irréfutable, c'est l'empreinte digitale de l'immense compression qui a bâti cette chaîne. En résumé, la clé de l'histoire de l'Atlas, c'est vraiment son origine unique. C'est une chaîne de montagnes née à l'intérieur d'un continent et non à sa bordure.
Elle est le résultat spectaculaire de l'inversion de ces anciens bassins, le tout orchestré par la collision lente mais inexorable entre l'Afrique et l'Europe. Une histoire qui s'est écrite sur une durée vertigineuse. Et bien sûr, la tectonique des plaques, elle, ne s'est jamais arrêtée. L'histoire de l'Atlas nous montre comment les paysages les plus grandioses peuvent naître de forces invisibles. Et ça laisse songeur. On peut se demander où sur Terre, en ce moment même, un processus similaire est-il en train de commencer.